Donc voilà, moi je ne suis pas du tout spécialisé en métaphysique des sciences. Je suis vraiment fait ma thèse en philosophie générale des sciences. J'avais même essayé à la fin de ma thèse d'aboutir à une thèse réaliste qui dit qu'on peut être un réaliste scientifique tout en restant agnostique en métaphysique des sciences sans avoir à prendre position dans les débats de métaphysique des sciences. Donc je remercie particulièrement Julien et Alexandre de m'avoir ramené à la métaphysique des sciences que j'avais essayé de, à laquelle j'avais essayé d'échapper, parce que c'est toujours en se préoccupant des choses où on ne veut pas mettre le nez qu'on trouve des choses intéressantes. Mais du coup, voilà, je vais prendre une voie qui est peut-être un petit peu particulière par rapport à ce qu'on a vu ce matin et tout à l'heure. En fait, mon approche va être la suivante, va être de se demander, alors, est-ce qu'on vit dans un monde qui est favorable à une certaine forme d'uniformité, donc favorable à un principe d'induction, un principe métaphysique d'induction. Et pour me poser cette question, je vais passer par la voie du réalisme scientifique, c'est-à-dire me demander, est-ce qu'en utilisant le numerical argument, on peut dire que certaines théories sont littéralement vraies, et si on trouve de manière indispensable dans ces théories des hypothèses d'uniformité sur la nature, ça nous permettrait bien de dire qu'il y a quelque chose d'uniforme dans la nature. L'intérêt de passer par cette voie-là, par la voie du réalisme scientifique, c'est que ça nous permettrait d'avoir un principe d'uniformité qui soit pas vide, hein, parce que vous savez qu'une des critiques, la critique de Salmon par exemple, à l'égard du principe d'uniformité, c'est de dire que si le cours de la nature est toujours constant, sauf quand il ne l'est pas, c'est un principe qui ne sert pas à grand chose. Et là, si on a une théorie scientifique qui nous dit précisément voilà, quels sont les aspects de la nature qui sont uniformes et en quelle mesure ils sont uniformes, on aura gagné quelque chose. Et je vais m'intéresser aux théories d'une science en particulier, qui est la cosmologie, pour deux raisons. Là, déjà, parce que la cosmologie, c'est la science, non pas des objets qu'il y a dans l'univers, mais de l'univers, ce système qui englobe les autres systèmes physiques. Alors, toute la question va être, et c'est une question importante de savoir si ce que c'est uniquement l'univers observable qui est objet de science ou l'univers entier, même au-delà de notre cône de lumière. Mais l'intérêt de la cosmologie, de s'intéresser à la cosmologie, c'est que déjà c'est une science de l'univers, donc qui est une science presque de la nature dans son entier, et puis qu'on trouve au fondement de la cosmologie relativiste moderne un principe qui est un principe d'uniformité, qui est le principe cosmologique. Et c'est un principe d'uniformité dans le sens où il affirme que l'univers est uniforme, excusez-moi, c'est-à-dire statistiquement isotrope et homogène. Et il est assez important pour tout le reste que j'arrive à bien vous convaincre que l'isotropie et l'homogénéité sont deux choses différentes, qui ne s'impliquent pas l'une l'autre. Donc si vous regardez par exemple le schéma du haut pour une observatrice qui se situerait en A, eh bien l'univers est isotrope, c'est-à-dire que si elle regarde dans différentes directions du ciel, elle va voir à peu près les mêmes grandeurs. Pour une observatrice qui se situerait en A dans le deuxième schéma, dans le deuxième univers, là par contre, l'univers n'est pas isotrope. Si elle regarde dans certaines directions, elle voit d'autres choses que si elle regarde dans d'autres directions. Par contre, l'univers qui est tout en haut n'est pas homogène. Celui qui ici est homogène. Donc vous voyez bien qu'on peut avoir de l'isotropie sans homogénéité, de l'homogénéité sans isotropie. Et il n'y a que cet univers-là qui va se conformer au principe cosmologique. D'accord Traduit grâce aux équations de champ de la relativité d'Einstein, ça veut dire, ce principe cosmologique, que l'univers a 6 isométries, donc 6 formes de symétrie, on va dire, 3 de translation, ça c'est l'homogénéité, vous prenez votre repère, vous le baladez dans les différents axes d'espace, et vous allez voir à peu près la même chose. Et 3 de rotation, ça c'est l'isotropie, c'est-à-dire que si vous faites tourner votre repère selon ces axes, sans le balader, sans le bouger, vous allez voir à peu près la même chose. Ces symétries-là, elles sont ultra puissantes quand vous faites de la relativité générale. Elles vous permettent de faire plein de choses. Elles vous permettent de définir, par exemple, un temps cosmique. En disant, voilà, on va dire que les hypersurfaces de notre espace-temps qui ont la même densité, eh bien, toutes les observatrices dans ces hypersurfaces vont être simultanées. Ça nous permet aussi de trouver une métrique, qui est la métrique de Robertson-Walker, qui décrit complètement un univers isotrope et homogène. Et donc, ça peut m'arriver, parce que les cosmologistes le font souvent aussi, parfois, au lieu de parler de principe cosmologique, je dirais de métrique Robertson-Walker, ça veut dire la même chose, d'accord ? C'est quasiment pris comme des synonymes. Et si vous rajoutez sur cette métrique les équations d'Einstein avec l'hypothèse que les constituants de l'univers se comportent comme un fluide sans pression, vous obtenez les équations de Friedmann-Lemaitre. Donc les modèles de FLRW sont les modèles qui satisfont cette métrique RW et qui ont ces équations-là. Et ces équations-là, elles sont super pratiques parce qu'elles relient les 4 grands paramètres cosmologiques
que sont la constante cosmologique, le taux d'expansion de l'univers, donc le paramètre de Hubble, la densité moyenne de l'univers et la courbure. Et si vous avez ces 4 paramètres et que vous savez comment ils sont reliés, vous pouvez savoir des choses sur le passé et l'avenir de l'univers. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très pratique ce principe cosmologique, et il est utilisé par les cosmologistes pour faire des inférences empilatives. Je vais définir induction dans ce sens ultra vague et ultra large, qui est juste de dire toute inférence qui n'est pas une inférence déductive, toute inférence qui est empilative est une induction. Voilà. Et donc, les cosmologistes font souvent des inférences empilatives, notamment lorsqu'ils vont inférer que la densité de l'univers est à peu près égale à la densité de l'univers que nous observons. Vous voyez, dans l'univers qu'on observe, on a une densité qui est d'environ 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube. Bon, ben, on va inférer que tout l'univers a cette densité-là, ce qui nous permet de définir une courbure globale de l'univers. Et donc, à partir de là, on peut faire des modèles cosmologiques et on peut beaucoup s'amuser et prédire plein de trucs. Donc, ma question, en fait, c'est la suivante, c'est est-ce que cette utilisation du principe cosmologique comme principe d'induction, est-ce qu'elle est justifiée ? Est-ce que ce principe cosmologique est indispensable dans les modèles cosmologiques qui ont du succès actuellement? Et si on en répond oui à ces deux questions-là, alors on va pouvoir inférer que la nature a bien une forme d'uniformité qui correspond au principe cosmologique. Donc, reformuler de manière complexe, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est la suivante. Est-ce que les succès empiriques des modèles FLRW nous permet d'inférer, enfin de voir quel est le poids ontologique sur la nature décrite par, de l'uniformité décrite par le principe cosmologique. Alors, déjà 5 minutes, je voulais vous faire, ça c'est ma déformation de philosophe continental, moi j'ai commencé par faire une histoire en fait de la cosmologie, et dans un ouvrage qui aurait dû être, qui devrait déjà être paru, mais qui sera publié probablement l'année prochaine, j'ai fait toute une histoire des controverses qu'il y a eu entre cosmologues depuis 1917, de controverses qui portaient sur des questions philosophiques, épistémologiques. Et donc du coup, voilà, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions pour ce talk, j'ai commencé par refaire l'histoire du principe cosmologique. Voilà, c'est ma déformation, mais ça va prendre trop de temps, donc je vais aller très très vite. En gros, on trouve une forme de principe cosmologique, c'est-à-dire une hypothèse d'homogénéité et d'isotropie, dès le premier article de cosmologie relativiste, celui de 1917 d'Einstein, les Kosmogolische Betrachtungen, mais il ne le justifie absolument pas. D'accord ? C'est juste que ça simplifie ces équations. Mais très rapidement, vous allez avoir des astronomes, et pas des moindres, par exemple Edwin Hubble, qui vont essayer de tester de manière empirique l'homogénéité et l'isotropie de l'univers. Donc, qui vont essayer d'avoir une approche empirique, c'est les termes même de Hubble, de ce problème-là, de cette question du principe cosmologique. Et inversement, à la même époque, vous avez des gens comme Edward Milne, un physicien britannique, qui eux vont dire, mais attendez, pas du tout, le principe cosmologique, il faut le supposer a priori. D'accord ? D'ailleurs, c'est lui qui donne en 1935 son nom au principe cosmologique, c'est Edward Milne. Et voilà comment il le justifie. C'est un principe a priori dont on va déduire en fait l'homogénéité de l'univers. Et en fait, ce qu'il appelle, lui, le principe cosmologique, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui le principe copernicien, c'est l'idée qu'il n'y a pas de point de vue privilégié sur l'univers. Et que notre point de vue d'observatrice n'est pas un point de vue qui est particulièrement bon. Tous les points de vue peuvent être regardés comme également bons. Et vous avez, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez même une extension de ce principe cosmologique avec le principe cosmologique parfait que l'on trouve dans la théorie de l'état stationnaire. La théorie de l'état stationnaire vous dit que l'univers, en fait, bien qu'étant en expansion, garde toujours le même aspect pour toutes les observatrices, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que les observatrices du passé et du futur vont voir un univers qui ressemble énormément à celui que l'on voit aujourd'hui depuis notre point de vue. Et pourquoi est-ce que les partisans de la théorie de l'état stationnaire, et surtout Hermann Bondi et Thomas Gold, font cette supposition-là? Eh bien parce que, pour eux, c'est une manière d'obtenir l'universalité et la constance des lois de la nature. Ils ont une conception qui est markienne, alors c'est eux qui le disent, hein, mais bon, chacun interprète le principe de Mark comme il veut, c'est une règle en physique. Eux, ils ont une conception markienne des lois de la nature en disant qu'elles sont dépendantes de la structure de l'univers. Et donc, si l'univers évolue, les lois de la nature évoluent, et donc on ne peut pas faire d'extrapolation. Donc il faut supposer que l'univers n'évolue pas. En tout cas, c'est la supposition dont il faut partir de manière presque transcendantale pour qu'une cosmologie soit possible.
Et donc vous voyez que là, on obtient vraiment un principe d'induction complet, enfin vraiment presque le principe d'induction métaphysique, si vous avez le principe cosmologique parfait, plus cette conception marienne. Voilà, donc ça marche très bien, hein, sauf que c'est faux. Et que cette conception-là, la théorie de l'état stationnaire, elle est considérée aujourd'hui comme réfutée. Pour plein de raisons, ce serait très compliqué à expliquer, mais en tout cas, elle est considérée comme aujourd'hui comme réfutée. Donc il n'y a pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de symétrie temporelle dans le principe cosmologique tel qu'il est exposé aujourd'hui dans les manuels de cosmologie. Alors, quand même, le principe cosmologique, quand il a été exposé sous ses différentes versions, a priori, ça a créé des débats, notamment de la part de Herbert Dingle, qui est à la fois un physicien, mais aussi un historien, un philosophe des sciences assez important pendant l'entre-deux-guerres en Grande-Bretagne et après la guerre. Et pour vous donner juste une idée de à quel point ces controverses étaient vives et amusantes, hein. Regardez voilà, ces citations, par exemple la dernière, un Dingle qui dit aux jeunes cosmologistes de la théorie de l'état stationnaire que, attention, il faudrait appeler une bêche et pas l'appeler un principe agricole parfait. Mais derrière cette attaque, il y a quand même une idée assez intéressante qui est que, attention, vous appelez ça principe cosmologique, mais ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Et donc, les partisans du principe cosmologique, comme Bondy, comme Mine, vont répondre en disant oui, d'accord, ok, on est bien conscient qu'on l'impose a priori et que ça ne suffit pas à justifier. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a justifié de manière fondationnelle notre principe cosmologique en le déduisant d'autres principes, mais il faut aussi le déduire à partir de ses conséquences observables en le confrontant aux observations, notamment Bondy qui était un popperien explicite. C'est lui qui fait par exemple la recension de la traduction en anglais en 1959 de la logique d'Erforschung. D'accord ? Donc c'est un popperien. Donc du coup, si je reprends, je synthétise tout ce que je viens de vous dire, en fait, il y a 4 approches du principe cosmologique qui ont été proposées, qui sont d'ailleurs toujours actuelles. 4 approches du principe cosmologique. Vous avez une approche qui est purement heuristique, celle d'Einstein. C'est vachement pratique, le principe cosmologique. Ça simplifie énormément et ça permet de trouver des solutions exactes à ma théorie qui est vraiment trop compliquée. L'approche de Hubble, qui est une approche empirique, on va essayer de constater, voir si l'univers se conforme bien au principe cosmologique. L'approche fondationnelle de Milne et aussi de Bondy, en disant en fait, c'est presque une condition de possibilité de la science cosmologique, mais qui s'accompagne aussi d'une approche hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on va construire sur ce modèle cosmologique un modèle d'univers et on va pouvoir le tester face aux observations. Donc ce que je vais faire là dans la suite, c'est juste regarder aujourd'hui où on en est sur ces 4 approches-là et voir s'il y en a qui nous permettent de dire que le principe cosmologique est un principe d'induction et qu'il est vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la nature est vraiment uniforme. Alors, l'approche empirique, d'une certaine manière, c'est celle qui peut paraître la plus naturelle et qui finalement trouve bien sa place dans une théorie matérielle de l'induction comme celle de Norton. Vous savez que Norton, ça fait plusieurs années qu'il essaye de développer une théorie de l'induction qui ne soit pas une théorie formelle, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur une logique inductive similaire à la logique déductive. Et donc pour lui, les inférences empiriques sont fondées sur des faits. C'est les faits qui garantissent le fait qu'on puisse faire des inférences inductives qui fonctionnent. Et c'est en faisant des factual investigations, donc en faisant des enquêtes empiriques, qu'on va pouvoir contrôler nos inférences inductives. Et pour Norton, c'est assez clair dans son dernier ouvrage, le principe cosmologique n'est qu'un de ces faits qui garantissent des inférences empiriques. C'est le fait qui garantit les inférences empiriques des cosmologistes. The Cosmological Principle nous autorise à inférer que les conditions, par exemple sur la densité ou la courbure de l'univers, qui sont vraies dans notre univers observable, sont vraies dans tout l'univers. Donc c'est le principe cosmologique aussi qui nous permet de faire de la cosmologie au-delà de notre cône de lumière, au-delà de notre univers observable. Alors ça pose plein de problèmes, cette question-là. Déjà, est-ce que vraiment c'est un fait, dans le sens où ce serait un fait observable ? Alors pour l'isotropie, c'est pas trop un souci. L'isotropie, on peut l'observer depuis notre position sur Terre. Il suffit de regarder dans différentes directions du ciel. Alors je dis il suffit, c'est bien évidemment très compliqué, mais en tout cas c'est faisable et c'est même plutôt bien fait depuis au moins les années 90. On peut regarder par exemple la répartition de la matière dans l'univers en comptant les sources radio et on se rend compte qu'elle est isotrope. On peut regarder le fond diffus cosmologique, donc la première lumière de l'univers, pour le dire de manière poétique, c'est-à-dire que dans l'univers primordial, l'univers est beaucoup trop dense pour que les photons qui sont émis puissent s'échapper, ils sont tout de suite réabsorbés, puis à un moment, 380 000 ans après le Big Bang à peu près, la densité de l'univers a suffisamment baissé à cause de l'expansion de l'univers,
et les photons peuvent s'échapper de la matière. Et c'est ce rayonnement-là qui nous parvient de toutes les régions du ciel. Et vous voyez, ce rayonnement-là, il est très très isotrope, puisque les anisotropies sont de l'ordre de 10 puissance moins 5 Kelvin, alors que c'est un rayonnement dont la température est de 2,725 Kelvin. Donc c'est vraiment des toutes petites anisotropies par rapport au fond. Donc l'isotropie, ça marche plutôt bien. Les soucis commencent quand on essaye de tester l'autre partie du principe cosmologique, c'est-à-dire l'homogénéité de l'univers. Pourquoi est-ce qu'il y a des soucis? Déjà parce que là, il y a encore des débats. Tous les cosmologistes ne sont pas d'accord sur l'homogénéité de l'univers. Certains cosmologistes, par exemple, ça c'est les travaux d'Eisenstein, vous disent on rejoint un régime d'homogénéité à environ 150 mégaparsecs. C'est-à-dire que sur des échelles de 150 mégaparsecs, le mégaparsec c'est 3 millions à peu près d'années-lumière, donc sur quand même des très grandes échelles, on rejoint un régime d'homogénéité, c'est-à-dire que on va, si vous avez un volume de 150 mégaparsecs de rayons par exemple, et que vous baladez ce volume dans l'univers, vous allez observer à peu près les mêmes inhomogénéités partout. Puis vous avez surtout des astronomes observateurs qui disent mais attendez, il y a quand même un souci, c'est que notre théorie de la formation des structures, donc formation des galaxies, des amas de galaxies, des superamas de galaxies, etc., nous dit que depuis le Big Bang, on a eu le temps de former des galaxies, de former des amas de galaxies, même des superamas de galaxies, mais pas au-dessus. Pas de superamas de galaxies. Ce qu'on appelle des titans cosmiques. Ouais, c'est plus facile d'avoir des subventions avec avec des termes pareils. Hein. Et le problème, c'est qu'en fait, on en connaît au moins un de titan cosmique, qui est le grand mur de Sloan. C'est pas trop un souci. L'article de Chess et Diafaro que je vous cite là, c'est un article qui dit bon, c'est pas improbable qu'il y en ait au moins un dans notre zone de Hubble, c'est-à-dire dans le volume de Hubble, c'est-à-dire dans la zone où il y a des objets avec qui on peut être en contact causal. Mais s'il y en a 2 ou 3, ça commence à devenir vraiment un problème. Or, actuellement, il y a plusieurs candidats à être des titans cosmiques qui sont en débat. Il y en a même 5 ou 6, et c'est des débats assez actifs. Mais en fait, quelle que soit votre option, que vous soyez du côté d'Eisenstein, que vous soyez du côté des astronomes qui cherchent des titans cosmiques pour réfuter le principe cosmologique, dans les deux cas, ce que vous faites, c'est que vous ne faites pas du tout une approche empirique. Parce qu'à partir du moment où vous voulez mesurer l'homogénéité, vous êtes obligé de mesurer des densités, vous êtes obligé de mesurer des distances et des masses. Et en cosmologie, on ne peut pas mesurer des distances et des masses indépendamment d'un modèle cosmologique donné. Donc, et la plupart de ces modèles cosmologiques, d'ailleurs, sont fondés sur le principe cosmologique. Donc en fait, ce que vous faites quand vous faites des tests d'homogénéité, c'est que vous n'êtes pas en train d'observer si l'univers est homogène ou non directement, vous êtes en train de tester des prédictions fondées sur le principe cosmologique. Enfin, fondées sur des modèles eux-mêmes fondés sur le principe cosmologique. Et il y a c'est assez intéressant, c'est qu'on sait pourquoi on ne peut pas avoir comme ça un test direct du principe, de l'homogénéité. On le sait parce que en 1985, Ellis, Martin, Stogger et Whitman ont eu un très beau résultat, très intéressant, qui dit que si on suppose un ensemble idéal d'observations en cosmologie, c'est-à-dire qui nous donne toutes les informations que l'on veut avec la précision que l'on veut sur un certain nombre de paramètres des sources qu'il y a dans notre cône de lumière, si on suppose ça, eh bien cet ensemble d'observations, il est suffisant pour déterminer la métrique de notre cône de lumière. Donc savoir si c'est une métrique RW, donc savoir si c'est homogène et isotrope. Mais cet ensemble-là, il est aussi le minimal data set nécessaire pour cette détermination. Donc en fait, si vous n'avez pas ces observations idéales, eh bien vous ne pouvez pas savoir dans notre cône de lumière quelle est la métrique. Et donc en fait, il y aura toujours un flou. Parce que, effectivement, en principe, on pourrait avoir ces observations idéales, mais dans pratique, on ne peut pas les avoir. Par exemple, les mouvements transverses des sources, c'est très compliqué à calculer. La distorsion des sources, c'est quasiment impossible. Donc, c'est là où ça se voit que je ne suis pas un métaphysicien, dans le sens où moi, je considère que ce qui est possible en principe, mais impossible en pratique, c'est impossible. Et donc là, je pense que c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas déterminer quelle est la métrique de notre cône de lumière par une approche empirique directe. Et je pense que c'est là où il y a le souci avec la théorie de l'induction de Norton quand on essaye de l'appliquer à la cosmologie. Parce que Norton vous dit, on peut tout à fait utiliser parfois des hypothèses pendant un temps pour faire des inductions, pour garantir des inductions, mais à un moment, il faut revenir à ces hypothèses-là, et il faut leur donner
un support inductif authentique. Et ça, c'est pas du tout sûr que l'on puisse revenir au principe cosmologique, qui n'est qu'une hypothèse pour l'instant, et lui donner un support inductif qui soit correct. Après en avoir discuté avec John Norton, lui il considère que c'est déjà le cas, mais je ne suis pas sûr que les arguments qu'il m'a donnés m'ont tout à fait convaincu. Et en fait, ça a un peu un problème parce que ça ferait de la cosmologie quelque chose qui n'est pas une science mature d'après les critères même de Norton, alors que Norton considère que c'est une science mature. Donc là, il y a une petite contradiction. Donc du coup, on va regarder d'autres approches. Et alors ça va peut-être vous étonner, mais l'approche qui est présentée le plus souvent dans les manuels de cosmologie, c'est l'approche fondationnelle, qui consiste à déduire le principe cosmologique d'autres principes. Et c'est celle qui est souvent d'ailleurs citée par les cosmologistes eux-mêmes et elles-mêmes quand ils ou elles doivent justifier le principe cosmologique. Pourquoi ? Parce que là, à nouveau, on a un résultat plutôt pratique qui est le théorème EGS, un théorème de 1968, qui vous dit que si toutes les observatrices fondamentales comobiles, c'est-à-dire attachées à des galaxies, on va dire, toutes les observatrices comobiles observent un rayonnement isotrope, ça veut dire que l'univers est homogène. D'accord ? Bon, vous pouvez vous en convaincre assez facilement avec le schéma qu'il y a là. Hein. Si vous avez deux observatrices, une en A, une en B, bah, la zone qui est recouverte par leurs observations d'isotropie, vous savez qu'elle est homogène. Donc, en principe, à nouveau, on pourrait se dire il est possible d'aller se déplacer d'une galaxie à une autre, de regarder si le fond diffus cosmologique est isotrope, et de pouvoir, grâce au théorème EGS, de pouvoir en déduire que l'univers est homogène. Mais bien évidemment, c'est impossible en pratique. Et ça, c'est important, j'y reviendrai dans la conclusion, c'est important de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables en principe, mais pas en pratique. Et ça, je pense que ça a un poids sur la question de la résolution du problème de l'induction. Et donc la solution qu'on adopte souvent, c'est de dire, eh bien, si on ne peut pas se déplacer dans d'autres galaxies, on n'a qu'à supposer que toutes les observatrices de toutes les galaxies voient les choses comme nous. Et du coup, vous avez un raisonnement qui est parfaitement valide, hein, qui vous dit, nous observons un fond diffus isotrope, on suppose que nous ne sommes pas des observatrices privilégiées, c'est-à-dire que nos observations sont typiques dans l'univers. C'est souvent comme ça qu'il est formulé, je reviendrai là-dessus, hein, sur ce principe copernicien. Et du coup, grâce au théorème EGS, vous en déduisez que l'univers est homogène. Parfait, super. Mais la question, dont on se rend vite compte si on fait une petite analyse bayésienne, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est que tout le poids de la preuve, en fait, repose sur vos probabilités a priori du principe copernicien et de sa négation. Parce que en fait, ce raisonnement-là ne fonctionne, et c'est assez évident, que si vous croyez que le principe copernicien a de fortes chances d'être vrai. Et la plupart du temps, oui, on l'aime bien ce principe, il a un côté démocrate, vous voyez. Il y a un côté, toutes les observatrices sont un peu pareilles, on voit tous un peu les mêmes choses. Ça a l'air d'être un principe sympa. Hein, donc on a bien envie de lui donner une probabilité a priori importante. Et c'est contre la religion aussi. Et en plus, ça permet de dire du mal de la religion. Donc c'est parfait pour un scientifique. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce principe, à strictement parler, il est déjà réfuté. Parce que l'univers le plus copernicien possible, ce serait l'univers de la théorie de l'état stationnaire. Un univers où toutes les observatrices, quelle que soit leur position dans l'espace, mais aussi dans le temps, verraient la même chose. Et c'est d'ailleurs même un souci dans la cosmologie actuelle, c'est qu'il semblerait que nous existions à un moment bien précis de l'histoire de l'univers, qui est le moment où, ce qu'on appelle l'ère du vide. Là aussi, hein, ils vendent très très bien leur concept. Hein, c'est-à-dire en fait tout simplement le moment où c'est la densité, la contribution de la densité en énergie du vide à la densité totale de l'univers qui devient dominante. Et nous, voilà, on vit à ce moment, vous voyez, cette ligne bleue croise la ligne verte, c'est-à-dire que c'est le moment où on vit un moment un peu particulier de l'histoire de l'univers. Donc notre place, en tout cas dans l'histoire de l'univers, elle est bien spécifique. Nous ne sommes pas des observatrices complètement typiques dans l'histoire de l'univers. Et alors vous pouvez en rendre compte, mais ça vous demande d'utiliser le principe anthropique faible. Et puis alors là, je ne vais pas me lancer dans un exposé sur le principe anthropique, parce que sinon, moi, je vais rater mon train tout à l'heure. Donc, mais vous voyez que c'est relié à l'utilisation. Si vous voulez justifier le principe copernicien, vous êtes obligé de, allez, on remonte encore d'un niveau, on va utiliser un autre principe, le principe anthropique. Et en fait, la question, c'est qu'en cosmologie, il est extrêmement difficile de savoir si nos observations sont typiques ou non. Mais enfin, c'est difficile en général de savoir si nos observations sont typiques ou non, mais c'est particulièrement en cosmologie où on a accès à un seul
échantillon de l'univers, et en plus on n'a pas accès à la totalité de l'univers, on a accès vraiment à une petite partie de cet univers. Et Smolin, notamment Lee Smolin, le physicien Lee Smolin, a montré à quel point, dans le cadre d'un débat sur le multivers, pas sur le principe cosmologique, mais a montré à quel point c'était difficile d'utiliser des principes comme le principe copernicien en cosmologie. Et en fait, ça se relie à quelque chose qui est un principe un problème qui est endémique en cosmologie, qui est le problème de fixer des probabilités a priori. Qui fait que quand on essaye d'appliquer des conceptions bayésiennes, et notamment la solution bayésienne au problème de l'induction à la cosmologie, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en cosmologie, enfin, en général, commençons en cas général. Si je vous dis, bon, entre la boîte de gauche qui contient des particules et la boîte de droite qui contient des particules, quel est l'état initial le plus probable ? Normalement, si vous êtes des êtres humains normalement constitués, vous allez me dire celle de gauche. Pourquoi ? Soit parce que vous connaissez très bien la physique statistique et vous pouvez calculer la probabilité qu'on ouvre des boîtes et qu'on trouve ça, on trouve la distribution de gauche, et vous savez qu'elle est plus haute. Ou tout simplement parce que vous avez ouvert plein de boîtes dans votre vie, que vous voyez bien que vous avez pu faire une sorte de statistique inconsciente sur les différentes boîtes que vous avez ouvertes, et vous savez que vous trouvez plus souvent les particules dans la boîte réparties relativement uniformément que concentrées dans un coin. Mais ça, c'est impossible à faire en cosmologie, puisque nous n'avons pas d'accès empirique au début de l'univers, donc à l'état initial de l'univers, et que même si on avait un accès à l'état initial de l'univers empirique, on n'aurait qu'un seul exemplaire de l'univers, et on n'a pas de théorie fondamentale qui fixe les probabilités a priori, c'est-à-dire les probabilités des différents états initiaux de l'univers. Donc du coup, comme le disait un cosmologiste, Zeldovich, il disait « Mais moi j'ai choisi de penser que l'univers a commencé en étant homogène. Et rien ne peut m'empêcher de le croire. » Donc vous pouvez très bien avoir en cosmologie quelqu'un qui pense que l'homogénéité, l'univers a commencé en étant homogène et ça a une probabilité qui est égale à 1, quelqu'un qui pense qu'au contraire, il y a très peu de chances, voire il y a une probabilité 0 que l'univers ait commencé en étant homogène, et vous savez bien que les solutions bayésiennes, pour résoudre le problème de l'induction, elles ne marchent que si justement vous n'avez pas des gens qui, les uns attribuent une probabilité 1 à un principe et les autres à une probabilité 0. Et donc, je vais avancer un peu plus vite pour avoir le temps de terminer, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, on peut généraliser ça et on peut montrer que l'analyse bayésienne, que les analyses bayésiennes que l'on peut faire en cosmologie, elles rencontrent vite un problème que Norton identifie bien. Alors pour Norton, ça vaut pour toutes les analyses bayésiennes. Il n'aime pas ça forcément, les analyses bayésiennes. Mais en tout cas, je pense qu'il a raison, il identifie bien le problème qu'il y a quand on essaye d'appliquer des formules bayésiennes en cosmologie, c'est que les analyses que l'on fait, les analyses bayésiennes que l'on fait, elles ne sont, quand on utilise un principe, l'analyse bayésienne n'est pas plus sécurisée, n'est pas plus sûre que les principes qui ont été utilisés pour fixer les probabilités a priori et les vraisemblances. Donc en fait, toute la charge de la preuve repose toujours sur le principe que vous utilisez. Donc si jamais vous voulez justifier le principe cosmologique, il va vous falloir un principe qui ait une forte probabilité a priori, et qu'il tire cette probabilité a priori d'autre chose que du fait qu'on puisse en déduire le principe cosmologique. Voilà. Alors vous avez des candidats pour ça, mais je vais passer rapidement dessus. On pourra revenir dessus, puisque je pense qu'aucun des candidats n'est un bon candidat. Alors c'est la dernière grande approche du principe cosmologique, qui est l'approche hypothético-déductive. Dire, écoutez, on va regarder, on va faire des prédictions à partir de nos modèles qui sont des modèles homogènes et isotropes, et puis si ça fait des bonnes prédictions, et notamment si ça nous permet de prédire des phénomènes surprenants, et bien là, peut-être qu'on aura une bonne preuve que l'univers est effectivement homogène et isotrope. Alors le souci, c'est que, encore une fois, vous pouvez essayer de faire ça avec votre petite machine bayésienne, parce que vous avez un théorème très simple dans les théories de la confirmation bayésienne, qui vous disent que si un phénomène a une faible probabilité a priori, mais que vous pouvez le prouver, c'est-à-dire que sa vraisemblance à partir d'une hypothèse est supérieure à la probabilité a priori du phénomène, alors cela confirme forcément votre hypothèse, mais à nouveau, vous retrouvez le même problème, c'est que tant qu'on n'a pas une mesure de la distribution de probabilité des états initiaux de l'univers, si ça se trouve, la probabilité du principe cosmologique, c'est-à-dire que l'univers soit homogène et isotrope, elle c'est peut-être 0. Klaus Weisbach donne des très bons arguments pour dire que ce serait 0. Et donc si vous avez P de H égale 0, vous ne pouvez pas appliquer le théorème qui est au-dessus. Donc encore une fois, l'analyse bayésienne se brise les dents. Et en plus de ça, comme à nouveau le fait remarquer Weisbach, c'est très difficile de tester directement
le principe cosmologique. Tout seul, il n'a que très peu de conséquences observables. Donc en fait, ce qu'on fait, et je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des modèles cosmologiques, et à partir de ces modèles cosmologiques, on va tester des prédictions de ces modèles cosmologiques. Et il se trouve qu'il y a des modèles cosmologiques dans l'histoire de la cosmologie qui ont fait des prédictions très surprenantes. Par exemple, que l'univers est en expansion. En 1929, enfin 1927, puisque la prédiction a été faite en 1927 par Georges Lemaître, et que ça a été, on considère, vérifié, ou en tout cas observé, en 1929 par Edwin Hubble. Et là, vous voyez, on se retrouve dans un cadre qu'on connaît bien si on est un réaliste ou une réaliste. On est dans le cas de l'argument du miracle. Et on peut appliquer du coup des procédures réalistes qui nous permettent de dire, bon ben voilà, on a un modèle, on a une théorie, et puis on va pouvoir, dans ce modèle ou dans cette théorie, trier les hypothèses qui sont vraies, les mettre d'un côté, et puis les hypothèses qui sont fausses, les mettre de l'autre. Comment on fait? Ben alors, vous avez la procédure classique, c'est celle de Stathis Psillos, qui s'appelle la stratégie divide et impera, diviser pour régner. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde nos théories, et puis les constituants de ces théories, donc les hypothèses de ces théories qui sont vraies et qui vont être conservées dans les théories postérieures, ce sont celles qui alimentent la dérivation, c'est-à-dire celles qui sont indispensables à la dérivation de prédictions qui constituent le succès empirique de cette théorie. Bon, voilà. Il vous explique comment on fait, mais en fait c'est assez intuitif, hein, c'est qu'une hypothèse H, elle est indispensable, elle alimente le succès d'une théorie, si jamais elle est indispensable à la dérivation d'une prédiction. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas la remplacer par une hypothèse H étoile, qui permettrait de dériver la même prédiction. Et en fait, moi j'avais commencé à travailler sur le principe cosmologique en me disant, bah attendez, on va appliquer ça, et puis on va voir si ça marche, parce que ça a l'air de marcher plutôt bien. Mais vous avez des cosmologistes même qui vous le disent presque mot pour mot, quoi. Ça, c'est dans un article qui s'appelle Cosmic Homogeneity Demonstrated. Vous avez des cosmologistes qui vous disent, bon bah voilà, bien évidemment, tout ce qu'on peut faire, c'est uniquement tester les conséquences de nos modèles homogènes. On ne peut pas faire plus, mais attention, ça ne veut pas dire que les observations suggèrent des modèles inhomogènes, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle inhomogène physique à éliminer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en fait, l'hypothèse d'homogénéité, elle paraît absolument indispensable. Sinon, on ne peut pas faire de prédiction. Là, moi, j'étais content. Je me suis dit, je vais arriver à la conférence et j'aurai une belle preuve que l'univers est uniforme. Enfin, j'étais bien parti. Mais en fait, non, j'étais déjà suspicieux de l'histoire parce que j'avais déjà affronté ce problème dans ma thèse et dans un article de 2017. Et il me semble qu'il y a un problème fondamental avec la stratégie divide et impera de Psillos. Et c'est la suivante, c'est que vous savez, il y a beaucoup de débats pour savoir s'il y a réellement une sous-détermination empirique des théories. C'est-à-dire s'il y a vraiment deux théories incompatibles, différentes, qui font exactement les mêmes prédictions. Mais il y a quelque chose que tout le monde admet dans ce débat. C'est que vous pouvez avoir des formulations différentes de la même théorie. Et d'ailleurs, c'est un argument. On dit, ah, mais si deux théories font exactement les mêmes prédictions, c'est que ça doit être la même, en fait. C'est deux formulations de la même théorie. Ok. Mais en fait, le fait qu'il existe des formulations équivalentes des mêmes théories, c'est un problème pour la stratégie divide et impera. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir deux théories qui n'utilisent pas les mêmes hypothèses, exactement. L'une va par exemple décrire la gravitation comme une force, l'autre comme un champ, et qui pourtant ont les mêmes prédictions. Donc les dérivations des prédictions vont utiliser des hypothèses différentes. Là où ça m'a frappé, c'est quand j'avais regardé, vous savez, un cas de prédiction réussie très classique, qui est la prédiction à partir de la théorie optique de Fresnel qu'on devrait trouver au centre de l'ombre d'un objet circulaire, on devrait trouver un point lumineux. Alors ça, tous les réalistes vous disent, c'est formidable, ça nous permet de savoir que les intégrales de Fresnel sont vraies, parce qu'elles sont utilisées dans la dérivation de cette prédiction, mais pas la notion d'éther, donc on arrive à se débarrasser de la notion d'éther, c'est génial, et en plus, regardez, qu'est-ce qui est conservé dans les théories postérieures, c'est les intégrales de Fresnel, c'est magnifique. Sauf qu'en allant regarder les textes, vous trouvez quoi? Vous trouvez un texte de Fresnel qui vous dit, moi je vais vous dériver ça. Parce que c'est pas Fresnel qui fait cette dérivation, c'est Poisson. Mais Fresnel, lui, donne une dérivation du même phénomène, et il dit explicitement, je vais le dériver sans utiliser mes intégrales. Et comment il fait? En fait, il fournit lui-même une nouvelle formulation de sa théorie.
Et donc si vous avez deux formulations qui n'utilisent pas les mêmes hypothèses pour dériver quelque chose, vous voyez bien que la stratégie d'Iwide et Timpera et les arguments d'indispensabilité en général s'effondrent. Donc la question que je vais affronter maintenant, c'est tout simplement ça. Est-ce qu'il y a une reformulation de la relativité, de la cosmologie relativiste qui n'utilise pas le principe cosmologique et qui a le même pouvoir prédictif? Et je vais même rajouter, vous me faites plaisir, je suis content, je vais même rajouter une contrainte en plus, c'est que en plus, ça ne doit être pas un modèle qui a été créé juste pour faire joli, ça doit être un modèle qui a été créé à l'époque où les phénomènes ont été prédits, et donc un modèle qui n'est pas juste un modèle exotique, c'est un modèle qui a vraiment été créé parce qu'il avait un pouvoir prédictif. Et bien la réponse est oui. Et la réponse est oui. En fait, qui a créé le premier modèle inhomogène qui a un pouvoir prédictif? C'est Georges Lemaître. Le même Georges Lemaître qui avait été celui qui avait prédit la récession des galaxies en fonction de leur distance, donc l'expansion de l'univers. Et vous savez, je vous avais dit, il fait cette prédiction en 1927, et en fait, dès le début des années 30, il est déjà en train de travailler sur des modèles inhomogènes. Là, c'est un article de 34, mais l'article important paraît l'année précédente, ou dans lequel il montre qu'en fait, on peut tout à fait laisser tomber l'hypothèse d'homogénéité, et à partir de juste l'hypothèse d'isotropie de l'univers, on peut imaginer qu'on a un univers qui est certes en expansion, mais où il y a des régions qui sont en collapse gravitationnel. Alors lui, il identifie ces régions-là avec les galaxies. Je pense que c'est les régions qui sont en collapse gravitationnel. Et par contre, ces régions qui sont en collapse, elles s'éloignent les unes des autres avec des vélocités qui sont à peu près proportionnelles à la distance, c'est-à-dire il retrouve exactement la loi qu'il avait trouvée quelques années plus tôt avec un modèle homogène. Donc pas d'indispensabilité. Et ça donne lieu à toute une classe de modèles qu'on appelle les modèles Lemaitre-Tolman-Bondy. Et d'ailleurs, vous voyez, on retrouve le nom de Bondy aussi, un autre qui pourtant a son nom attaché à un principe cosmologique, mais lui aussi a travaillé sur des modèles inhomogènes. Et c'est surtout le physicien Krasnitsky qui a beaucoup travaillé là-dessus. Notamment, je vous recommande sa revue de littérature de 2011 avec deux autres physiciens et physiciennes, où il montre bien qu'en fait, les modèles Lemaitre-Tolman-Bondy sont des solutions exactes des équations d'Einstein, qui ne sont pas que des univers vides, d'accord, et qui en plus, en fait, permettent de retrouver les modèles FLRW comme un des cas limites. Donc on est bien dans une reformulation de la même théorie relativiste de la cosmologie, mais dans laquelle l'homogénéité qui était postulée est remplacée par des perturbations, et alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous faire varier la perturbation de taille autant que vous le souhaitez. Ce qui peut vous permettre de dire, par exemple, que la perturbation de densité, elle est plus grande que notre univers observable. Et dans certains modèles et certaines hypothèses actuelles, vous avez comme ça des modèles très inhomogènes, mais nous trouverions, notre univers observable se trouverait dans une région de sous-densité, ce qui expliquerait pourquoi on a l'impression que l'expansion de l'univers s'accélère. Et donc, ça vous permettrait, donc, en supposant l'inhomogénéité, de rendre compte de l'accélération de l'univers sans supposer ce qu'on suppose d'habitude. Vous savez, c'est une énergie sombre qui est encore un nouvel animal à rajouter dans le zoo des animaux exotiques de la cosmologie. Et ce qui est intéressant, c'est que dès 1934, un de ceux qui a donné son nom à ces modèles-là, Richard Tolman, disait en conclusion de son article, bon, attention, si on peut faire de la cosmologie sans homogénéité, attention à ne pas utiliser le principe cosmologique pour faire des wide extrapolations, qu'elles soient temporelles ou spatiales, de résultats qui sont déduits de modèles strictement homogènes. Donc attention, le principe cosmologique ne devrait pas être utilisé pour des extrapolations, par exemple, de la densité moyenne ou de la courbure constante, au-delà des régions observables de notre univers. Et donc là-dessus, je rejoins complètement les conclusions à lesquelles Weisbach arrive aussi, mais par un autre moyen. C'est-à-dire que s'il y a une utilisation du principe cosmologique qui peut être légitimée, c'est peut-être dans notre cône d'univers, dans notre cône de lumière passée, donc dans notre univers observable, avec toutes les provisos que j'ai mis auparavant sur cette question-là. Mais au-delà de l'univers observable, ça paraît très compliqué de dire qu'on peut utiliser le principe cosmologique pour faire des inférences ampliatives au-delà de notre cône de lumière passée.
Je vais aller très vite sur l'approche heuristique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'approche heuristique. En fait, si l'approche heuristique n'est pas appuyée à un autre argument, ben, en fait, le fait que la simplicité enfin, le fait que le principe cosmologique permette une application très simple des équations d'Einstein, ça n'a pas vraiment de poids métaphysique significatif. Hein, mais par contre, c'est vraiment très très simple, quoi. Enfin, c'est incroyable. À partir du moment où vous rajoutez l'homogénéité à l'isotropie, d'un seul coup, enfin, c'est incroyablement plus simple, au point qu'on n'est même pas sûr de pouvoir vraiment faire de la relativité générale sur des fluides inhomogènes. Thomas Boucher travaille là-dessus depuis des dizaines d'années. Et c'est très 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 complexe. Hein. Mais voilà, il y a cet espoir qu'on pourrait du coup rendre compte de l'expansion, de l'accélération de l'expansion de l'univers sans avoir à faire appel à de l'énergie sombre, ce qui est un espoir plutôt intéressant. Il me reste 2-3 minutes. Juste là, je fais juste la conclusion. Conclusion au pluriel, ouais, il y en a plusieurs en fait. Déjà, en fait, oui, j'ai mis juste cette citation pour dire à quel point, je ne veux pas l'oublier, c'est en fait tout ce que je vous ai présenté vient d'une collaboration, et des échanges avec un cosmologiste qui s'appelle Christian Marinoni, qui est un cosmologiste de l'université d'Aix-Marseille, et qui a fait une présentation récemment où il finissait en disant ça, je ne vois pas comment mieux terminer ma propre présentation, c'est que, en fait, de manière très surprenante, le principe cosmologique n'a toujours pas été démontré de manière indépendante des modèles cosmologiques standards, c'est-à-dire des modèles FLRW, et on n'a toujours pas de preuves empiriques qui prouvent le principe cosmologique sans le postuler de manière a priori. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, d'une certaine manière, on se retrouve en cosmologie comme on se retrouve en philosophie des sciences ou de la connaissance face au problème de l'induction. Et donc, du coup, d'une certaine manière, je suis vraiment désolé parce que je viens vous présenter un résultat nul. On ne peut pas vraiment tirer grand-chose de la cosmologie en termes de métaphysique. Hein, bon, l'univers est isotrope, super. Il est probablement homogène, mais peut-être qu'on ne le saura jamais. Par contre, on sait qu'il n'est pas, il est pas symétrique temporellement. On sait qu'il n'est pas constant en termes de densité. Mais bon, voilà, ça c'est la partie un peu. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de résultats à vous apporter, dans le sens où vraiment il n'y a pas beaucoup de poids ontologiques sur la nature que l'on peut tirer du principe cosmologique, en tout cas d'après moi, et ce qui rejoint mon idée sur laquelle on peut être un réaliste scientifique, parce que je suis réaliste quant à la cosmologie, sans en tirer une quelconque conséquence métaphysique. Mais c'est quand même très intéressant de se dire que les cosmologistes, quand ils ont à justifier le principe cosmologique, tombent sur à peu près les mêmes problèmes que nous lorsqu'on essaye de justifier le principe d'induction. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, vous voyez, je l'ai dit à plusieurs reprises, le principe cosmologique, en principe, on pourrait le prouver à partir de données empiriques. En principe, on pourrait avoir des observations idéales parfaites sur toutes les sources de notre cône de lumière. En principe, on pourrait se déplacer dans d'autres galaxies ou recevoir une clé USB qui vient d'une observatrice de l'autre galaxie avec juste une image du fond diffus cosmologique, ça suffirait. En principe. Mais dans les faits, ça semble très difficile. Et du coup, ça dit quoi? Eh bien, je pense, mais c'est vraiment juste c'est un work in progress, hein, c'est une idée pour la suite, mais je pense que ça suggère qu'il y a une base physique, en fait, au problème de Hume. C'est-à-dire que le problème de Hume, il est dû au fait que nous vivons dans un univers et que nous avons, en tant qu'être vivant, un certain nombre de contraintes physiques sur notre taille, sur ce que l'on peut faire, sur la durée de notre vie, etc. Et que ces contraintes physiques, on devrait les prendre en compte parce que c'est elles qui expliquent, en partie, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'aura jamais qu'un échantillon de toutes les observations possibles sans jamais savoir si cet échantillon il est représentatif ou non. Et je pense que c'est parce que voilà, on a une position bien particulière dans un univers bien particulier que en fait, on rencontre beaucoup plus vite le problème de l'induction que le principe de l'induction. Et en fait, j'ai l'impression que la cosmologie nous apprend que notre monde il est peut-être moins favorable au principe de l'induction qu'au problème de l'induction. Voilà, c'est juste une piste. Et puis par contre, pour terminer, ça m'étonnerait beaucoup qu'on réfute le principe cosmologique. Je pense que là-dessus, j'ai été un petit peu influencé par mes camarades cosmologistes. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais si ça arrivait, ce serait formidable. Ce serait génial. Pensez à tout ce que nous a appris la réfutation du principe cosmologique parfait. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a pas de principe cosmologique parfait, c'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter qu'il y a une évolution de l'univers. Si vous êtes obligé d'accepter qu'il y a une évolution de l'univers, vous êtes obligé d'accepter que les lois de la nature, pour être constantes,
ne peuvent pas être inscrites dans la matière de l'univers, ne peuvent pas être dépendantes de sa structure. Vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez pas à la fois accepter l'évolution de l'univers et le principe de Mars et maintenir des lois constantes. Alors après, vous pouvez tout le monde dire qu'il n'y a pas de loi constante. Il y a beaucoup de cosmologistes qui seraient d'accord avec ça. Mais si en plus on arrivait à réfuter le principe cosmologique là tel qu'il est fait actuellement, en tout cas réfuter son hypothèse d'homogénéité, il y aurait plein de choses assez intéressantes. On n'aurait plus vraiment de temps cosmique, on n'aurait plus ce dernier avatar du temps absolu. Là, on pourrait vraiment plus définir de temps pour l'ensemble de l'univers. Ou alors peut-être qu'on pourrait, mais ça serait vraiment une procédure très arbitraire. On pourrait plus dire qu'il y a des lois de la nature universelles qui valent sur tout l'univers si on continue à penser que les lois de la nature doivent être dépendantes de la structure de l'univers. Et en fait, ça a même une conséquence, alors je ne sais pas si elle est métaphysique, mais en tout cas en tant que philosophe de la cosmologie, c'est très intéressant, c'est que si vous n'avez plus de principe cosmologique, vous n'avez plus d'homogénéité, en fait, vous avez l'hypothèse du multivers, une hypothèse de multivers déflationniste, c'est-à-dire que vous pouvez dire qu'il y a différentes zones qu'on appelle les zones de Friedman, qui sont différentes, qui n'ont pas eu les mêmes conditions initiales, et vous n'avez pas besoin d'avoir un mécanisme physique exotique pour générer des univers différents, genre des trous noirs avec des effets rebonds, ou alors une inflation chaotique, etc. Pour avoir différents univers, vous avez juste à vous balader dans un univers inhomogène. Donc voilà, ça serait, en fait, c'était juste une manière de vous dire que même si je ne vous ai pas apporté grand-chose, j'en suis désolé, j'espère que je vous ai convaincu que le métaphysicien et la métaphysicienne doivent continuer à écouter les nouvelles du cosmos, parce qu'il y aura peut-être des nouvelles intéressantes bientôt. Merci beaucoup.